Alors que mes cousins célébraient leurs millions aux funérailles de mon grand-père, je me tenais là, serrant une enveloppe froissée contenant un simple billet d'avion. Tout le monde s'est moqué de moi ce jour-là. 6 mois plus tard, ils me suppliaient de leur pardonner. Je m'appelle Nathan Dubois, et je suis sur le point de vous raconter comment le pire jour de ma vie est devenu le début de tout ce dont je n'avais jamais su que j'avais besoin. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les acteurs de ce jeu que mon grand-père a orchestré d'outre-tombe. Il y avait Thibaut, mon cousin aîné, arborant son costume Armani à 5 000 €, déjà en train de répéter son discours de PDG pour les employés de l'entreprise. Manon, sa sœur, dissimulait à peine son excitation derrière ses lunettes de soleil de marque, probablement en train de choisir le filtre Instagram qui mettrait le mieux en valeur son nouveau yacht. Leurs parents, Philippe et Béatrice, se tenaient comme des vautours ayant enfin trouvé leur festin. La main de mon oncle était déjà tendue vers les documents que tenait l'avocat. Et puis il y avait moi, le professeur d'histoire au lycée qui avait conduit 3 heures dans une Peugeot 206 qui avait besoin de nouveaux freins, juste pour dire au revoir à la seule personne de cette famille qui m'ait jamais vraiment vu. Grand-père Roland avait bâti un empire à partir de rien, transformant un simple bateau de pêche en transport maritime Roland. Tout le monde voulait sa part de son royaume. Tout le monde, sauf moi. Je voulais juste 5 minutes de plus pour jouer aux échecs avec le vieil homme qui m'avait appris que les coups les plus puissants sont ceux que personne ne voit venir. Ces funérailles ne visaient pas seulement à dire au revoir à Roland Dubois. C'était le jour où j'ai appris que parfois le plus petit cadeau cache le plus grand secret, et que parfois les gens qui se moquent de vous se tiennent sur un terrain qui est sur le point de s'effondrer sous leurs pieds. Mon réveil sonnait à 5h30 tous les jours de la semaine, comme depuis 6 ans, depuis que j'avais commencé à enseigner au lycée Pasteur à Paris. Le plafond de mon studio avait la même tache d'humidité que je fixais depuis 3 ans, en forme de carte de France si on plissait les yeux. Le chien de ma voisine aboyait déjà à l'heure, et j'entendais Madame Chen commencer ses exercices matinaux à travers les murs en papier. C'était ma vie, prévisible, modeste, et complètement différente du monde dans lequel j'avais grandi. Voyez-vous, être un Dubois signifiait quelque chose dans certains cercles. Cela signifiait des clubs de yacht et des écoles privées, des résidences secondaires et des portefeuilles d'actions. Mais pour moi, cela signifiait choisir entre payer mon loyer et réparer la boîte de vitesse de ma voiture, car j'avais renoncé à tout cela pour enseigner aux adolescents la Révolution française et les 30 Glorieuses. Mon père, Denis, avait compris ce choix. Il était le seul à l'avoir fait. Papa est mort quand j'avais 15 ans, d'une crise cardiaque à son bureau alors qu'il révisait des contrats pour la division de l'entreprise de grand-père dirigée par son frère Philippe. Il avait passé toute sa vie à être le responsable, le fiable, celui qui ne se plaignait jamais quand Philippe s'attribuait le mérite de ses idées. La dernière chose qu'il m'ait dite fut « Nathan, ne les laisse pas te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Ton grand-père m'a fait ça et regarde où j'en suis. » 3 heures plus tard, il était parti. Ma mère, Claire, a ramassé les morceaux après ça. Elle était infirmière à l'hôpital Necker, faisant des gardes de 12 heures pour nous maintenir à flot après que nous ayons appris que papa avait cédé la plupart de ses parts de l'entreprise pour aider Philippe à couvrir de mauvais investissements. C'était papa, toujours à nettoyer les dégâts des autres, toujours à croire que la famille signifiait sacrifice. Maman n'a jamais dit un mot amer à ce sujet, mais j'ai vu comment elle regardait Philippe aux funérailles de papa, et j'ai compris que parfois la colère la plus profonde n'a pas besoin de mots. Grand-père Roland était un mystère enveloppé dans un costume 3 pièces. Il avait bâti les transports maritimes Roland à partir d'un seul bateau qu'il avait acheté avec sa solde de l'armée après la Seconde Guerre mondiale. Quand je suis né, il possédait une flotte de cargos, des entrepôts dans 12 villes et assez d'argent pour acheter tout ce qu'il voulait. Mais voici le truc avec mon grand-père. Il ne croyait pas aux dons. Il croyait au mérite. Chaque carte d'anniversaire venait avec un billet de 20 € et une note qui disait « Fais en plus ». Chaque cadeau de Noël était quelque chose de pratique, comme des livres sur les affaires ou des certificats pour des cours en ligne en comptabilité. La seule fois où grand-père Roland semblait réellement intéressé par moi, c'était pendant nos parties d'échecs du dimanche. Cela a commencé quand j'avais 10 ans, juste après avoir gagné le tournoi d'échecs de mon école. Il est apparu à notre appartement un dimanche matin, a installé un échiquier et a dit « Montre-moi ce que tu as ». J'ai perdu en 12 coups, mais il est revenu le dimanche suivant et le suivant, et finalement ces parties sont devenues la seule constante entre nous. « Tu joues comme ton père » m'avait-il dit une fois, trop préoccupé par la protection de tes pièces, pas assez concentré sur la victoire. « Peut-être que je ne veux pas tout sacrifier juste pour gagner » avais-je répondu. Il avait en fait souri à cela. Le premier vrai sourire que je lui avais jamais vu.
Peut-être est-ce pour cela que tu es le seul qui m'intéresse encore, Nathan. Thibaut et Manon n'ont jamais compris ces parties d'échecs. Thibaut était trop occupé à suivre mon grand-père au bureau, à apprendre les marges bénéficiaires et les paradis fiscaux. Il avait obtenu son MBA à HEC, l'alma mater de mon grand-père, et ne laissait personne l'oublier. Chaque dîner de famille se transformait en un TED Talk personnel de Thibaut sur l'optimisation du marché et les acquisitions stratégiques. Il parlait en mots-clés et en diapositives PowerPoint, transformant chaque conversation en un argumentaire commercial. Manon a adopté une approche différente. Elle s'est transformée en une marque, chroniquant sa vie de fille de la haute sur les réseaux sociaux. 200 000 abonnés la regardaient poser sur divers bateaux dans diverses tenues de créateurs dans divers ports européens. Elle appelait cela construire sa plateforme, mais en réalité elle dépensait juste l'argent de mon grand-père en attendant d'en avoir plus. Sa plus grande réussite fut d'obtenir une coche bleue sur Instagram et de sortir avec un banquier suisse qui possédait un vignoble. Philippe et Béatrice, les parents de Thibaut et Manon, étaient le couple de pouvoir ultime de la manière la plus creuse possible. Philippe avait gravi les échelons jusqu'à devenir directeur financier des transports maritimes Roland, bien que la majeure partie du vrai travail soit effectuée par son assistant. Béatrice passait son temps à des galas de charité, non pas parce qu'elle se souciait des causes, mais parce qu'elle aimait voir sa photo dans les pages mondaines. Ils vivaient dans une maison si grande qu'ils avaient besoin d'un système d'interphone pour se parler. Et puis il y avait moi, enseignant à 43 adolescents la Constitution, corrigeant des copies sur une table de cuisine que j'avais achetée dans un vide-grenier, et me sentant plus épanoui qu'aucun d'entre eux ne pourrait l'imaginer. C'était ma vie avant les funérailles, avant l'enveloppe, avant que tout ne change. Je pensais savoir qui j'étais et d'où je venais. Il s'avère que je regardais les mauvaises pièces sur l'échiquier depuis le début. Le cercle de l'Union interalliée n'avait jamais semblé aussi étouffant que cet après-midi d'octobre. Grand-père Roland avait spécifiquement demandé que son testament soit lu ici, dans la même pièce lambrissée de chêne où il avait négocié ses plus grandes affaires autour d'un cognac et de cigares. La table en acajou reflétait nos visages comme un miroir sombre, et je pouvais voir Thibaut ajuster sa Rolex pour la 3e fois en 5 minutes. Nous venions de rentrer du cimetière où la pluie d'automne avait transformé l'enterrement en un désordre boueux dont Béatrice s'était plainte tout le trajet. Avant de commencer, a déclaré Maître Duval, l'avocat de la famille, en ajustant ses lunettes à monture métallique et en s'éclaircissant la gorge, je tiens à ce que vous sachiez tous que Roland a été très précis concernant ses dispositions. Il a révisé ce testament une semaine avant son décès. Philippe s'est penché en avant, ses mains déjà formant des points d'anticipation. Nous comprenons, Maître Duval. Roland a longuement discuté du plan de succession avec moi. C'était un mensonge, et tout le monde le savait. Grand-père ne discutait jamais d'affaires en dehors du bureau, et il n'avait certainement jamais rien promis à personne. Mais Philippe avait dit à quiconque voulait l'entendre qu'il allait prendre la tête de l'entreprise en tant que PDG, que Thibaut serait son bras droit et que l'héritage familial était assuré. Procédons, alors. Maître Duval a ouvert le dossier relié en cuir. À mon fils aîné, Philippe Dubois, et à son épouse, Béatrice, je lègue le domaine de Saint-Tropez et le portefeuille d'investissement contenu dans un compte se terminant par 471. Béatrice a agrippé le bras de Philippe, son bracelet de diamant captant la lumière. La maison de Saint-Tropez. Oh, Philippe! Il s'est souvenu à quel point nous aimions cet endroit. À mon petit-fils, Thibaut Dubois, a poursuivi Maître Duval, je lègue les transports maritimes Roland et tous ses actifs opérationnels, à condition qu'ils maintiennent les niveaux d'emploi actuels pendant au moins 1 an. Thibaut s'est levé si vite que sa chaise a grincé contre le sol. Je le savais, grand-père. Je ne vous décevrai pas. Il sortait déjà son téléphone, probablement pour mettre à jour son profil LinkedIn en tant que PDG. À ma petite-fille, Manon Dubois, je lègue l'appartement parisien du 16e arrondissement et le yacht, Sérénité, actuellement amarré à Cannes. Manon a poussé un cri qui aurait pu briser du cristal. L'appartement? Oh mon Dieu, savez-vous ce que ça vaut? Et le yacht? Mes abonnés vont mourir de jalousie. Maître Duval s'est tourné vers moi, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié, et à mon petit-fils, Nathan Dubois, je laisse ceci. Il a sorti une petite enveloppe blanche, usée au coin, mon nom écrit dessus de la main tremblante de mon grand-père. La pièce est devenue silencieuse pendant exactement 2 secondes avant que Thibaut ne se mette à rire. Tu es sérieux? La voix de Thibaut craquait d'amusement. C'est tout? Une enveloppe? Je l'ai prise d'une main ferme, bien que mon cœur battait la chamade. Le papier semblait mince,
insignifiant. À l'intérieur se trouvait un simple billet d'avion. Rome, aller simple, départ dans 48 heures. Laisse-moi deviner. Thibaut m'a arraché le billet des mains avant que je ne puisse l'arrêter. Un billet en classe économique. Oh, c'est riche. Le professeur a droit à des vacances. Manon enregistrait déjà avec son téléphone. C'est vraiment hilarant. Nathan, ton visage en ce moment. Ne t'inquiète pas, peut-être qu'il t'a aussi laissé des miles de fidélité. Philippe s'est levé, ajustant sa cravate avec l'autorité de quelqu'un qui vient de tout gagner. Roland a toujours dit que tu manquais de l'instinct de tueur pour les affaires, Nathan. Au moins, il t'a donné quelque chose de sympa. Rome est charmante à cette période de l'année. C'est probablement sa façon de te dire au revoir, a ajouté Béatrice, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Un petit voyage pour t'aider à digérer tout ça. Comme c'est attentionné. Ma mère, qui était restée silencieuse dans un coin, a finalement parlé. C'est tout, maître Duval ? Cela conclut la distribution des biens, a répondu maître Duval, refermant le dossier. Il y a une lettre personnelle pour Nathan, à n'ouvrir qu'à son arrivée à Rome. Une lettre ? Thibaut hurlait presque maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire ? Désolé que tu sois pauvre. Profite de la pizza au point. Thibaut, ça suffit, a dit Philippe, bien qu'il souriait. Nathan a choisi son chemin. Il voulait être enseignant, et Roland a assez respecté cela pour lui offrir un cadeau d'adieu. Nous devrions tous être reconnaissants pour ce que nous avons reçu. J'ai regardé le billet à nouveau. 15 octobre, 15 heures. Arrivée, vol à l'Italia 61. Pourquoi si précis ? Pourquoi Rome ? Grand-père n'avait jamais mentionné l'Italie en toutes nos années de partie d'échecs. Il avait parlé de Shanghai, Londres, Hambourg, mais jamais de Rome. Eh bien, j'ai dit en me levant, en glissant le billet dans l'enveloppe, je suppose que je ferais mieux de faire mes valises. Tu y vas vraiment ? Manon semblait sincèrement surprise. Tu vas utiliser tes jours de maladie pour faire un voyage aléatoire à Rome. Mon grand-père m'a donné un billet, j'ai dit, en rencontrant chacun de leurs regards à tour de rôle. Le moins que je puisse faire est de l'utiliser. Philippe a secoué la tête. Imbécile sentimental, tout comme ton père. Denis n'a jamais compris que l'émotion n'a pas sa place dans les affaires non plus. C'est là que j'ai su que j'allais définitivement prendre cet avion, parce que Philippe avait tort à propos de mon père, tort à propos de moi, et peut-être, juste peut-être, tort à propos de ce que mon grand-père m'avait vraiment laissé. Le billet ne pesait rien dans ma poche, mais d'une manière ou d'une autre, il semblait plus lourd que tous les millions qu'il venait d'hériter. Alors que je sortais de ce cercle, leur rire me suivant jusqu'au parking, je me suis souvenu des derniers mots de mon grand-père lors de notre dernière partie d'échecs, les meilleurs coups, Nathan, sont ceux que ton adversaire ne voit jamais venir. La pluie avait cessé, et pour la première fois de la journée, le soleil a percé les nuages. Cette nuit-là, je me suis assis à ma table de cuisine, fixant le billet d'avion tandis que mon ordinateur portable affichait le solde de mon compte bancaire, 1847,23 €. Mon loyer était dû dans 5 jours. Ma voiture avait besoin de nouvelles plaquettes de frein. J'avais 43 dissertations sur la Révolution française à corriger. Chaque partie logique de mon cerveau hurlait que s'envoler pour Rome était de la folie. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser au visage de mon grand-père lors de notre dernière partie d'échecs, 2 semaines seulement avant sa mort. Il avait été différent ce jour-là, plus doux en quelque sorte, comme s'il avait enfin cessé de jouer un rôle qu'il avait interprété pendant des décennies. Nathan, avait-il dit, déplaçant son cavalier selon un schéma que je ne reconnaissais pas, que sais-tu de la confiance ? Elle se gagne, elle ne se donne pas, avais-je répondu. La même réponse qu'il nous avait martelée à tous depuis l'enfance. Non, mon garçon. La vraie confiance, c'est de savoir quand suivre sans comprendre pourquoi. Ton père le savait. Il m'a fait confiance avec quelque chose une fois, quelque chose de précieux, et je l'ai déçu. Mais toi, Nathan, tu es différent. Tu ne me demandes rien. Je n'ai jamais rien demandé, grand-père. Je sais. C'est pourquoi, le moment venu, tu me feras confiance, même quand tout le monde pensera que tu es un fou. Tenant ce billet, ces mots ressemblaient moins à un souvenir qu'à un message. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. J'y vais, ai-je dit dès qu'elle a répondu. Je savais que tu le ferais, a répondu Claire sans hésitation. Ton grand-père m'a appelé le mois dernier. Il n'a pas dit grand-chose,
juste que je devais soutenir toute décision que tu prendrais après les funérailles. Maman, c'est faux. Je ne peux pas me permettre de rater le travail. J'ai des responsabilités. Nathan, ton père m'a dit un jour que Roland n'avait pas toujours été l'homme que nous connaissions. Il a dit qu'il y avait un avant et un après dans la vie de son père, et que nous ne connaissions que l'après. Peut-être que cela concerne l'avant. J'ai passé le lendemain matin au lycée Pasteur à organiser un professeur remplaçant. Ma directrice, Madame Dupont, n'était pas contente de la demande soudaine, mais je n'avais jamais pris de jour de maladie en 6 ans, alors elle a approuvé à contre-cœur 3 jours de congé. 3 jours pour s'envoler pour Rome et comprendre à quel jeu jouait mon grand-père. Monsieur Dubois, ça va, a demandé Yasmina, une de mes étudiantes les plus brillantes, après mon dernier cours. Vous semblez différent aujourd'hui. Je réfléchis juste à l'histoire, Yasmina. Comment parfois les moments les plus importants ne ressemblent à rien quand ils se produisent. J'ai fait une valise légère, un bagage cabine avec 2 tenues de rechange et le vieux carnet en cuir de mon père que je portais depuis ses funérailles. Le VTC pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle m'a coûté 32 € que je ne pouvais pas me permettre, mais j'étais déjà engagé dans cette folie. À la porte d'embarquement, en attendant d'embarquer, j'ai ressorti l'enveloppe. C'est là que j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. Dans le coin, à peine visible, il y avait un petit numéro écrit au crayon, 1947, l'année où mon grand-père aurait eu 22 ans. L'année après avoir quitté l'armée. L'agent de bord a appelé mon groupe d'embarquement, et je me suis mis en file derrière une famille qui se disputait à propos des arrangements de siège. La mère essayait de jongler avec 2 enfants pendant que le père consultait son téléphone de manière obsessionnelle. Des gens normaux avec des problèmes normaux, ne se demandant pas pourquoi leur grand-père décédé les avait envoyés dans un voyage mystérieux à travers l'Atlantique. J'ai trouvé ma place, le siège 32B, au milieu à l'arrière de l'avion. Bien sûr, Thibault avait raison, c'était la classe économique. L'homme à ma gauche dormait déjà et ronflait. La femme à ma droite avait réclamé les 2 accoudoirs et regardait un film sur son iPad sans écouteurs. Alors que l'avion décollait, Paris rapetissant sous nous, j'ai pensé à Thibault, probablement déjà dans le bureau de mon grand-père, assis sur sa chaise, se sentant comme un roi. Manon postait certainement déjà des photos de coucher de soleil depuis le yacht. Philippe et Béatrice rencontraient probablement des conseillers financiers à propos de leur nouvelle richesse. Et me voici, coincé en classe économique, volant vers un mystère avec de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de dépenser. Mais quelque chose me semblait juste. Pour la première fois depuis la mort de mon grand-père, je me sentais exactement là où je devais être. L'hôtesse de l'air est passée avec des boissons. Monsieur, quelque chose à boire? Juste de l'eau, merci. Elle m'a tendu une bouteille, et en la dévissant, je me suis souvenu d'une autre leçon d'échec. Mon grand-père avait sacrifié sa reine, la pièce la plus puissante, pour gagner une partie. J'avais été choqué, incapable de comprendre pourquoi il renonçait à tant. Le pouvoir n'est pas ce que tu as, Nathan, avait-il expliqué. C'est ce que tu es prêt à perdre pour gagner quelque chose de mieux. La plupart des gens ne peuvent pas voir au-delà de la perte. C'est pourquoi ils ne gagnent jamais vraiment. L'avion a viré à l'est, s'enfonçant dans la nuit vers Rome et tout ce que mon grand-père y avait caché. Mes cousins pensaient avoir tout gagné ce qui comptait. Mais alors que je m'installais pour le vol de 8 heures, j'avais le sentiment que le vrai jeu de mon grand-père ne faisait que commencer, et que j'étais la seule pièce qu'il avait positionnée pour le jouer. Le capitaine a annoncé notre altitude de croisière, et j'ai fermé les yeux, le carnet de mon père pressé contre ma poitrine, faisant confiance au plan d'un homme mort, même si je ne pouvais pas voir l'échiquier. Les roues ont touché le sol à l'aéroport de Fiumicino à Rome à exactement 15h07, heure locale. Mes jambes étaient engourdies, mon dos me faisait mal et j'avais à peine dormi pendant le vol de 8 heures. Les annonces italiennes se mélangeaient à l'anglais alors que nous roulions vers la porte et soudain la réalité m'a frappé. J'étais à Rome sans réservation d'hôtel, sans plan et sans idée de ce que je devais faire ensuite. L'immigration fut un flou de tampons et de questions. Motif de la visite, a demandé l'officier dans un anglais accentué. Honnêtement, je ne sais pas, ai-je répondu, trop fatigué pour mentir. Il m'a regardé étrangement, mais a quand même tamponné mon passeport. Bienvenue en Italie. J'ai suivi la foule vers la zone de récupération des bagages, même si je n'avais que mon bagage à main. Le hall des arrivées était le chaos. Des familles se retrouvaient, des chauffeurs tenaient des pancartes pour des hommes d'affaires, des touristes semblaient perdus.
J'étais sur le point de me diriger vers la sortie quand je l'ai vu, une pancarte imprimée professionnellement, Nathan Dubois, tenue par un homme en costume noir chair. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis approché avec prudence. Je suis Nathan Dubois. Le visage du chauffeur s'est illuminé de soulagement. Monsieur Dubois, enfin. Venez vite s'il vous plaît. Son anglais était fortement accentué, mais clair. Qui vous a envoyé? Votre grand-père a tout arrangé il y a des mois. Je m'appelle Lorenzo. S'il vous plaît, nous avons un long trajet. Il a pris ma valise avant que je ne puisse protester et m'a conduit dehors vers une berline Mercedes noire qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 ans. L'air d'octobre était doux, rien à voir avec le froid automnal de Paris. Lorenzo m'a ouvert la porte arrière, et je me suis glissé sur des sièges en cuir qui semblaient des nuages. Où allons-nous? Ai-je demandé alors qu'il s'éloignait du trottoir. Domaine de Montalto, à 1 heure au nord dans les collines de la Sabine. Je ne comprends pas. Mon grand-père n'a jamais mentionné de domaine en Italie. Lorenzo a croisé mon regard dans le rétroviseur. Monsieur Roland, il possédait le domaine depuis 45 ans. Il le visitait chaque septembre pendant 1 semaine, toujours seul. 45 ans. Cela signifierait depuis 1980, quand j'avais 12 ans. Le calcul n'avait pas de sens. Rien n'avait de sens. Nous avons laissé l'étalement de Rome derrière nous, grimpant dans des collines couvertes d'oliviers et de vignobles. Le paysage était d'une beauté presque douloureuse, comme quelque chose tiré d'un film sur la découverte de soi en Italie. Lorenzo conduisait avec une confiance toute italienne, négociant les virages à des vitesses qui me faisaient serrer la poignée de porte. Comment connaissiez-vous mon grand-père? J'ai demandé. Mon père était son chauffeur d'abord. Quand papa est mort, j'ai pris le relais. 20 ans maintenant. 20 ans de visite en septembre dont aucun de nous n'avait eu connaissance. Qu'est-ce que grand-père avait d'autre caché? La route est devenue plus étroite, serpentant à travers un petit village où de vieux hommes étaient assis devant un café, nous regardant passer. Puis Lorenzo a tourné sur une route privée bordée de cyprès. Au bout, des portails électroniques se sont ouverts automatiquement, révélant une villa qui m'a coupé le souffle. 3 étages de pierre couleur miel, des terrasses surplombant des vignobles à perte de vue, des jardins qui semblaient appartenir à une peinture de la Renaissance. Lorenzo s'est garé devant d'énormes portes en bois qui devaient être centenaires. Avant que je ne puisse assimiler ce que je voyais, les portes se sont ouvertes et une femme âgée a émergé. Elle était élégante d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'argent et tout à voir avec la grâce, ses cheveux argentés tirés en un simple chignon, ses yeux du même gris acier que ceux de mon grand-père. Elle a marché lentement vers moi, des larmes coulant sur son visage, et j'ai su avant que Lorenzo ne prononce les mots qui ont tout changé. Nathan, a dit Lorenzo doucement. Voici votre grand-mère, Sophia Dubois. Le monde a basculé. J'ai même tendu la main vers la voiture pour me stabiliser. C'est impossible. Ma grand-mère est morte avant ma naissance. Sophia m'a alors rejoint, ses mains prenant les miennes, sa poigne étonnamment forte. Votre grand-mère française est bien morte, Carole, mais je suis bien vivante. Son accent était musical, son anglais parfait mais formel. Elle a étudié mon visage comme si elle le mémorisait. Vous avez ses yeux, a-t-elle murmuré, mais l'esprit doux de votre père. Venez à l'intérieur, Nathan. Il y a tant à vous raconter. L'intérieur de la villa était d'une élégance discrète, rien à voir avec le manoir tapageur de Philippe et Béatrice. Sophia m'a conduit à un salon où les murs étaient couverts de photographies. J'ai vu mon grand-père, jeune et riant, debout devant une petite église, une photo de mariage. Grand-père et Sophia, tous deux à peine la vingtaine, radieusement heureux. Nous nous sommes mariés en 1947, a dit Sophia, me regardant assimiler le tout. Roland était venu en Italie avec l'armée, et resté après la guerre pour aider à la reconstruction. Nous nous sommes rencontrés à un bal à Rome. Il était si beau, si plein de rêves. Nous avons commencé avec rien, juste quelques hectares de vignes que son ami nous a vendus pour presque rien. Elle a versé 2 verres de vin d'une carafe en cristal. Ceci vient de notre vignoble. Erodita, nous l'appelons héritage. Le vin était extraordinaire, complexe et riche. Je ne comprends pas. Grand-père avait toute une vie ici. Plus qu'une vie, mon cher. Il avait une famille, moi, notre fils, Augusto, les petits-enfants qu'il n'a jamais rencontrés parce qu'il a choisi l'Amérique à la place. Il vous a quitté.
La guerre de Corée a commencé. Roland a senti le devoir l'appeler. Il devait être parti 6 mois. Sa voix ne portait aucune amertume, juste de la tristesse. Mais il a rencontré votre grand-mère française pendant une permission. Elle était enceinte de Philippe. Un homme honorable m'aurait divorcé, mais Roland ne pouvait pas supporter de renoncer à l'une ou l'autre vie, alors il a gardé les deux séparées, secrètes. Mes mains tremblaient. Il a vécu un mensonge complet. Non, Nathan, il a vécu 2 vérités. Il nous aimait tous les deux de différentes manières. Le vignoble a grandi, a connu le succès. Il envoyait de l'argent, visitait chaque année, mais il ne pouvait pas choisir, jusqu'à maintenant. Elle s'est dirigée vers un bureau ancien et a sorti un épais dossier. Vignoble du Bois Internationaux. 47 millions d'euros d'actifs. C'est tout à vous, Nathan. Il a été très précis. Pas Philippe, pas Thibault, vous. Les documents que Sophia m'a remis étaient accablants, actes, contrats, relevés bancaires, prouvant tous que mon grand-père avait bâti un empire entièrement séparé de ce côté de l'Atlantique. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la vidéo qu'elle a lue sur un vieil ordinateur portable, enregistrée 1 mois seulement avant la mort de mon grand-père. Son visage remplissait l'écran, et pour la première fois, il semblait paisible. Nathan, si tu regardes ceci, alors tu m'as fait suffisamment confiance pour prendre le vol. Bien. Tu as toujours été le seul à comprendre que certaines choses comptent plus que l'argent. Tes cousins ont eu ce qu'ils ont toujours voulu de moi, l'apparence du succès. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Les transports maritimes Roland ont saigné de l'argent pendant 3 ans. Je l'ai caché dans les livres, mais Thibault est sur le point d'hériter d'un désastre. L'appartement a 3 hypothèques. Le yacht est loué. Le domaine de Saint-Tropez. La banque en possède 70%. Je leur ai donné exactement ce qu'ils m'ont montré. Ils ont valorisé des prix creux qui semblent dorés de l'extérieur. Il s'est penché plus près de la caméra. Mais toi, Nathan, tu m'as rendu visite chaque dimanche juste pour jouer aux échecs. Tu n'as jamais rien demandé. Tu n'as jamais cherché à te positionner. Tu as choisi l'enseignement plutôt que l'argent parce que tu voulais un but. Alors je te donne ce que tu n'as jamais demandé, la vérité, la famille, et oui, une richesse qui est vraiment réelle. Le vignoble produit 2 millions de bouteilles par an. La villa est dans la famille de Sophia depuis 300 ans. Ton oncle Augusto gère les opérations, attendant de te rencontrer. Tes cousins Marco et Elena sont de bonnes personnes, bien élevées. Rien à voir avec Thibault et Manon. C'est ton véritable héritage. Une famille qui valorise le travail, une terre qui produit quelque chose de réel, et un héritage bâti sur la vérité, pas sur des mensonges. Il a fait une pause, ce regard vif familier revenant dans ses yeux. Oh, et Nathan, ton prochain coup t'appartient, mais voici mon conseil, Thibault appellera dans 1 mois, suppliant de l'aide. Sois plus gentil avec lui qu'il ne l'a été avec toi. C'est ce qui te rendra meilleur. Échec et maths, mon garçon. L'écran est devenu noir. Sophia m'a doucement serré l'épaule. Il parlait constamment de vous, a-t-elle dit, à chaque visite, des histoires sur son petit-fils, le professeur qui a choisi le sens plutôt que l'argent. J'ai passé 3 semaines en Italie, apprenant tout. L'oncle Augusto ressemblait tellement à mon père que cela me serrait la poitrine. Il gérait les opérations du vignoble avec une efficacité tranquille, sans jamais être amer d'être le fils caché. Marco et Elena, mes cousins italiens, m'ont accueilli comme un frère revenant de la guerre. Ils m'ont appris le vin, la terre, et le grand-père qu'ils connaissaient par opposition à celui que je connaissais. Il était différent ici, m'a dit Elena un soir alors que nous marchions à travers les vignes. Plus léger. Il travaillait dans les champs, les mains dans la terre, en riant. Pas l'homme d'affaires que vous connaissiez. L'appel de Thibault est arrivé exactement 23 jours plus tard. J'étais de retour à Paris, enseignant mes cours, quand mon téléphone a sonné à minuit. Nathan, c'est Thibault. Il faut qu'on parle. Sa voix avait perdu toute son arrogance. L'entreprise est en faillite. Les comptables ont tout trouvé. Papa a perdu la maison. L'appartement de Manon a été saisi hier. Tout est parti. Je suis désolé, Thibault. Non, tu ne le es pas, et tu ne devrais pas l'être. Nous avons été horribles avec toi. Il a fait une pause, et je l'ai entendu lutter. Grand-père t'a laissé quelque chose de réel, n'est-ce pas? Oui. Bien.
Tu le mérites. Tu as été le seul à l'aimer vraiment au lieu de son argent. J'ai fait une offre à Thibault le lendemain. Gérer la distribution française des vins Hérodita. Un salaire, pas de propriété. Il a accepté immédiatement. Il a fallu plus de temps à Manon pour ravaler sa fierté, mais finalement, elle s'y est mise aussi. Elle est en fait douée en marketing quand elle vend quelque chose de réel au lieu de juste elle-même. Elle est maintenant fiancée au fils de Lorenzo, vit à Rome, apprenant le métier à partir de zéro. Philippe et Béatrice ont déménagé dans un petit appartement en banlieue parisienne.